La mort, c'est un sujet qui est très vaste et donc en 30 ou 40 minutes, évidemment, je ne vais pas en faire le tour et ce n'est pas du tout mon intention ni ma prétention. J'ai donc fait un choix dans les sujets et surtout, je me reposerai uniquement sur mon expérience concrète avec le monde des défunts, donc mon expérience personnelle, parce que c'est la seule dont je peux parler intelligemment, ou en tout cas je vais essayer de le faire, ou en tout cas de manière certaine et concrète. Ceci dit, mon expérience est juste mon expérience. Et donc, par nature, elle est limitée. Je n'ai pas tout vécu. Il y a ce que j'ai vécu et puis il y a tout ce que je n'ai pas vécu. Et donc, surtout, je ne chercherai à convaincre personne. Je ne fais que témoigner de mon vécu. Et donc, comme toujours, tu prends ce qui te parle et tu laisses le reste là. Deux mots avant de poursuivre par rapport à moi, qui je suis. Eh bien, je dirais que mon don, c'est de voir ce que les autres ne voient pas. Alors, dans le monde du visible, ça s'appelle un créatif, et dans le monde de l'invisible, ça s'appelle un médium. Côté cours, j'ai une formation en archéologie et en historien de l'art, donc je suis archéologue et historien de l'art, et donc à ce titre, j'ai travaillé sur des chantiers archéologiques. Et côté jardin, côté intime, dirions-nous, avant mes études, je me suis retiré et je me suis engagé dans un monastère au Japon. Et ce monastère est à l'entrée du plus vieux cimetière du pays, puisque ce cimetière a plus de 1200 ans aujourd'hui. Et c'est aussi le plus grand de l'archipel, puisqu'il compte plus de 200 000 sépultures. Et notre travail était de prendre soin et d'honorer de ces âmes, toutes les âmes qui étaient là. Et 30 ans plus tard, je suis encore en lien avec ce monastère dans lequel je retourne aussi fréquemment que possible. Toujours côté jardin, j'ai réalisé que je peux facilement avoir accès à la mémoire et aux mémoires. Alors comme archéologue, évidemment, j'avais accès à la mémoire des lieux, mais aussi à la mémoire des hommes et des femmes qui avaient vécu là, pour autant qu'il y a encore une mémoire d'ailleurs, ce qui, sur le plan professionnel et scientifique, était évidemment relativement pratique. Et ça m'a même d'ailleurs beaucoup aidé à plusieurs reprises. Mais cependant, avec le temps, je me suis réorienté sur le plan professionnel pour exploiter ce don autrement. Non plus dans un cadre strictement scientifique, mais bien au service d'autrui. Puisqu'en fait, je me suis rendu compte que je pouvais aussi avoir accès à la mémoire des vivants. Donc non plus seulement la mémoire des disparus, mais aussi la mémoire des vivants, des personnes qui sont face à moi. Et donc, quand je parle de mémoire, je ne parle pas de la mémoire ordinaire, consciente, à laquelle on pourrait songer au premier abord, mais bien de cette mémoire que nous avons tous en nous et qui, elle, est tout à fait inconsciente. C'est une mémoire où se trouve tout ce que nous avons vécu comme personne, comme membre d'une famille, mais aussi comme membre d'une culture et même comme membre d'une espèce. Et cette mémoire, je dirais qu'elle présente trois dimensions. Elle présente d'abord une dimension personnelle, donc c'est tout ce que la personne a vécu, en ce compris quand elle était dans le ventre de sa maman, donc ce qui inclut évidemment les blessures et les traumas. Deuxième dimension de cette mémoire, la dimension transpersonnelle ou transgénérationnelle, donc tout ce que les ancêtres ont vécu, puisque nous portons chacun en nous la mémoire de notre clan, la mémoire de notre famille, et ce sur un nombre incalculable de générations. Et la troisième dimension, c'est la mémoire karmique, donc tout ce que la personne a vécu dans d'autres espaces-temps, dans d'autres vies. Et donc aujourd'hui et depuis quelques années maintenant, je mets cette capacité à avoir accès à la mémoire des vivants au service de l'autre, pour l'accompagner et le soutenir dans son cheminement. Que ce soit au moyen des constellations, qu'elles soient familiales, systémiques, d'âme ou d'entreprise, ça reste des constellations, ou encore au moyen du tarot et de l'astrologie, qui sont d'autres grilles de lecture ou d'autres moyens d'avoir accès à cette mémoire que nous portons tous. Pourquoi est-ce que je prends le temps de parler de ces mémoires ?
c'est parce qu'un défunt et tout son vécu sont une mémoire. Et comme toute mémoire, elle est vivante dans le sens où elle agit. Et donc parce que tu portes la mémoire de tes ancêtres en toi, le vécu de tes ancêtres agit en toi. Il agit sur toi et en toi de manière principalement inconsciente. Et donc toi, comme tes ancêtres, ce que tu vis et ce que tu emporteras dans la mort, en ce compris comment tu mourras, agira aussi sur tes descendants. Et donc les questions sont comment et pourquoi les défunts sont-ils encore si vivants? Et aussi, que faire pour que toi, qui es un défunt en devenir, un futur mort, tu sois une belle mémoire pour tes descendants, pour que tu sois une mémoire agissante de manière bénéfique et forte pour tes descendants. Après avoir effleuré le côté un petit peu sérieux de la mort et après avoir remis ce premier cadre, on peut aussi en évoquer l'autre dimension que j'appellerais le côté lumière, parce que le monde de la mort et le monde des défunts est aussi un monde plein d'amour. J'ai envie de dire que on n'est jamais aussi proche de l'amour que lorsque l'on approche des défunts qui sont en paix. Il y a là en effet quelque chose qui dépasse l'entendement humain, quelque chose qui est de l'ordre de la grâce et sur lequel il est vraiment difficile de pouvoir mettre des mots. C'est quelque chose qui, une fois qu'on l'a vécu, et ça arrive en constellation lorsqu'on se retrouve par exemple en face de défunts qui passent de l'autre côté suite au travail qu'on vient de faire. On touche véritablement une grâce, une autre dimension qui n'a rien d'ordinaire. Et pouvoir le goûter et l'intégrer en soi, ça donne véritablement une autre dimension à la vie en général. J'ai envie de dire que de l'amour à la mort et de la mort à l'amour, il n'y a qu'une lettre qui change et c'est le U. C'est le U de union, car la mort nous invite à rester unis, mais autrement. La mort nous invite à redéfinir l'union. La mort nous invite à donner une autre dimension à l'amour. Alors, pourquoi parler de la mort maintenant? Eh bien, la première raison, j'en identifiais trois principales. La première, c'est que nous sommes en période de Toussaint. Et donc, singulièrement, à la Toussaint, la mémoire des disparus est réactivée. Et donc, elle remonte dans l'inconscient collectif et dans l'inconscient personnel. Et donc, on peut sentir des choses qui remontent en nous. Soit que nous ne sommes pas en paix avec nos défunts, soit que nos défunts ne sont pas en paix avec ce qui leur est arrivé. Et donc, tout ça, ça peut être très déstabilisant, d'autant plus que ça se passe au niveau de l'inconscient et que c'est donc impossible de pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe, en fait. J'ajouterai à cela l'importation d'Halloween qui, selon la formule consacrée d'un ami qui est cher à mon cœur dans sa dimension carnavalesque et commerciale, peut rendre encore plus confus le rapport que nous avons avec la mort et les défunts. Et la troisième chose, c'est par rapport à tout ce que nous vivons depuis mars 2020. Alors bien sûr, il y a eu une augmentation, une hausse de la mortalité, mais surtout depuis ce moment-là, nous avons tous été mis face à notre propre impuissance, nous avons tous été mis face à nos limites. Et toute limitation, en fait, nous ramène de façon inconsciente à la limitation existentielle qui est celle de notre temps sur Terre, à savoir notre mort. Avant d'aborder ce qui se passe lors de la mort, il convient d'avouer que la mort reste un sujet délicat, et ce, finalement, tant pour les vivants que pour les défunts eux-mêmes. La mort fait souvent peur parce que nous avons l'habitude dans notre quotidien ordinaire de nous identifier à ce que nous pouvons voir, toucher, goûter, sentir, etc. Donc tout ce qui est perceptible à nos cinq sens.
Or, à côté de ça, il y a aussi une autre part de nous qui sait très bien que cette forme de réalité tangible n'est peut-être qu'une partie de la réalité. Parce que, soyons honnêtes, selon mon expérience, nous sommes toutes et tous ici déjà morts un nombre incalculable de fois. Et c'est aussi pour ça qu'une part de nous aussi connaît déjà la mort, puisqu'elle a déjà expérimenté. Et pourtant, malgré tout ça, malgré tous ces passages, la mort continue de nous questionner. Et donc, pendant ces quelques minutes, je t'inviterai peut-être à donner un petit peu de place à cette part de toi, qui sait déjà, justement. Et ce serait peut-être aussi une belle occasion de recréer le lien avec cette part de soi que tu mets peut-être un petit peu trop souvent de côté, que tu n'écoutes pas, et qui fait que finalement tu doutes, alors que elle, cette part de toi, elle sait déjà tout. Alors, la grande question qui fait toujours frémir tout le monde, c'est que se passe-t-il lors de la mort? Alors pour ça, j'aimerais pouvoir donner une réponse simple, facile et surtout qui soit valable pour tout le monde. Et malheureusement, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la mort n'est qu'une facette de la vie. Et comme chaque vie est unique, eh bien, chaque mort est tout aussi unique. Ce qui se passe lors de et après la mort est toujours étroitement en lien avec ce qui a été vécu. Et donc c'est pourquoi ce qui se déroule lors de la mort est une expérience aussi personnelle et aussi unique que l'expérience de la vie elle-même. Donc, ça revient à dire que tout le monde ne passe pas de la même façon, que tout le monde ne voit pas, ne vit pas la même chose, que tout le monde ne va pas non plus au même endroit une fois de l'autre côté. Le passage de mort est toujours teinté, est toujours coloré de ce que tu as vécu. D'où l'intérêt d'être en paix avec la mort. En paix avec la mort pour toi, et aussi être en paix avec la mort pour ceux qui te survivront, puisque tout ce que tu ne résous pas est transmis à tes descendants, tout comme tout ce que tu résous et libère et allège tes descendants aussi. Être en paix avec la mort, c'est donc aussi un des plus beaux cadeaux que l'on peut faire à ses descendants, parce que du coup, ils n'auront plus à porter ça pour toi. Au niveau du passage en lui-même, il y a bien sûr toujours une sorte de, on pourrait appeler ça schéma directeur, que l'on peut observer dans tous les passages, mais ce ne sont que des grandes lignes finalement, qui dans les détails sont toujours différents d'une personne à l'autre, et aussi avec des timings différents. Parce que certains passages sont immédiats, donc tout juste après le décès, alors que d'autres sont différés. Donc le passage se fait plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années, plusieurs siècles même parfois, après la mort du corps physique. Certains passages, toujours question timing, certains passages peuvent être rapides, quasiment entre guillemets instantanés, alors que d'autres peuvent mettre beaucoup plus de temps pour se produire, et parfois même un temps énorme, ai-je envie de dire. Un passage, comme le mot l'indique, c'est aussi une forme d'épreuve. Donc c'est pas pouf pouf pouf, boum boum boum, chop chop chop, la lumière, ça y est les gars, je suis de l'autre côté, c'est terminé. Le passage, il est teinté de ce qui aurait été vécu. Le passage, c'est une transformation du vécu. Le passage, c'est une transformation. La vie, c'est la vie qui prend une autre forme. Donc tout ce qui n'est pas résolu dans la vie ne disparaît pas quand on est mort. Et donc si on l'emporte, puisqu'on emporte ce qu'on a vécu à travers la mort aussi, eh bien ça teinte aussi le passage lui-même. Et le passage est évidemment aussi coloré par les dernières pensées
de la personne. Donc si mes dernières pensées vont vers ceux et celles que j'aime, c'est pas tout à fait pareil que si je suis dans la peine, le regret, la colère, l'incompréhension, etc. C'est aussi sans doute peut-être une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes décident de partir quand elles sont seules. Voilà, il y a souvent des personnes qui maintenant décèdent à l'hôpital et donc elles sont très entourées par la famille et la famille se relaie pour être là à tout moment, à tout instant. Et bien souvent, la personne décide de partir dans ces quelques minutes où l'un ou l'autre a décidé d'aller fumer une cigarette, d'aller chercher un café ou d'aller juste respirer un petit peu au bout du couloir. Et dans ce moment où on se retrouve seul finalement, seul face à soi-même, il y a beaucoup de personnes qui décident de choisir ce moment-là pour partir, ce qui est aussi parfois très douloureux pour la famille qui est dans une forme d'incompréhension. Voilà, on était là pour toi, on t'a pas lâché et tu es parti juste au moment où on est parti un petit peu pour souffler, et il peut y avoir une culpabilité. Et on peut le voir aussi et l'accueillir comme étant un choix de la personne parce que c'était le meilleur moment pour elle de partir. Parce que une fois qu'on est mort, on doit pouvoir encore accueillir qu'on est mort, on doit pouvoir encore continuer à cheminer. J'ai envie de dire que de rappeler que voilà, j'ai ma dimension physique et puis si vous vous renseignez un petit peu, vous verrez qu'on a plusieurs corps, hein, des corps éthériques, astraux, etc. etc. Et donc que mais quelque part la mort, c'est aussi un processus par rapport à ces divers corps que nous portons. Ce n'est pas que le corps physique, ces autres corps-là sont aussi engagés dans le processus d'une certaine façon. Dans ma pratique quotidienne, donc je travaille en constellation, qu'elle soit systémique, familiale, d'âme, d'entreprise, ça reste un petit peu des constellations quand même. Et la force donc de cet outil est qu'il nous met en lien avec les mémoires qui sont cachées, refoulées, secrètes, inconscientes et qui sont donc inaccessibles par définition au conscient. Et parmi ces mémoires qui peuvent nous empêcher d'être nous-mêmes, d'être en paix, il peut y avoir donc celle des défunts, dont certains justement connaissent encore ou ont connu des passages difficiles. Et cette difficulté qui était la leur, même bien des années après leur départ, peut continuer à peser sur les vivants, sur les descendants. Et en constellation, justement, on peut travailler ça, on peut libérer ça. Donc dans le cas d'un passage difficile, on va accompagner les ancêtres, s'ils le désirent, et s'ils sont OK avec ça. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir le respecter, de l'accueillir, donc s'ils le désirent, et s'ils sont OK avec ça. Donc, de les accompagner dans un espace, vers un espace qui sera plus juste et plus approprié pour eux, et qui n'est pas toujours... voilà, l'espace, dirons-nous, en termes simples, de la lumière, mais parfois de trouver un endroit qui est plus juste pour eux. Et tout cela, de nouveau, en respectant leur libre arbitre, parce que nous ne sommes pas là pour sauver ni les morts ni les vivants. Quant à l'après, de manière globale, il y a toujours ce même processus, je dirais, de désidentification à ce qui a été, et puis un moment de pause, souvent un moment quelque part de repos, ou bien un moment aussi où on s'instruit, un moment où on récolte de la donnée, et puis en vue de se réidentifier par rapport à ce qui est à venir.
lors d'une prochaine expérience, qu'elle soit sur Terre ou ailleurs, parce que je pense qu'il est aussi possible de s'incarner ailleurs que sur Terre, et aussi autre chose qu'un humain, mais ce n'est pas la question du jour, et je vais être tout à fait honnête avec toi aussi. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur le sujet parce que je m'occupe des humains qui sont sur Terre, et c'est déjà beaucoup. Donc, par rapport à la question de que se passe-t-il lors de la mort, il n'existe donc pas une réponse qui soit simple et valable pour tout le monde. Et tu as même, j'ai envie de te rappeler, tu as même ta part de responsabilité donc, dans ce qui se déroule lors du passage. On ne subit pas sa mort. C'est comme la vie, on en est aussi l'acteur, on y participe activement. D'où l'intérêt aussi de pouvoir la travailler et de trouver la paix avec la mort. Alors, parmi les questions que j'ai reçues et qu'on me pose souvent, et je l'entends, c'est une question pertinente, c'est est-ce qu'il est possible de prédire sa mort? Est-ce qu'il est possible de savoir à l'avance quand on va mourir? De ce que j'observe, ça relève toujours du choix de l'âme. Et pour rappel, comme je viens de le dire il n'y a pas si longtemps, nous conservons notre libre arbitre même face à la mort. Donc l'âme peut très bien planifier de partir à tel moment, dans telles conditions, tout comme elle peut décider de partir en fait quand elle sent qu'elle a terminé, finalement qu'elle a accompli ce qu'elle s'était choisi comme destin sur Terre. Et donc dans les deux cas, ça relève de l'âme. J'ai envie de dire que le sentiment de fatalité, c'est un sentiment qui est véritablement, qui est strictement humain et qui n'existe pas au niveau de l'âme. Alors évidemment, il y a des morts qui nous paraissent injustes, insupportables, incompréhensibles. Je pense aux fausses couches, les départs volontaires. Non, les départs volontaires, c'est autre chose, pardon. Donc je pense aux fausses couches, je pense aux accidents, les accidents de masse, les attentats, les meurtres, etc. Et donc d'un point de vue humain, c'est juste quelque chose d'incompréhensible et d'insupportable. On est bien d'accord là-dessus. Mais le point de vue humain n'est pas le seul point de vue possible, parce que nous ne sommes pas que humains. Nous sommes aussi, enfin nous ne sommes pas que terrestres incarnés, nous sommes aussi autre chose. Et donc on peut accueillir qu'il peut y avoir une autre réalité que la dimension strictement humaine et terrestre, et que l'humain peut aussi ne pas toujours comprendre. D'ailleurs c'est toujours très spirituel de pouvoir dire je ne sais pas, je renonce à comprendre, j'accueille que c'est au-delà de mon entendement. Je vais prendre un exemple concret qui est celui que j'ai eu en consultation donc avec une maman qui venait travailler suite à la disparition rapide, prématurée et tragique de sa jeune fille qui devait avoir entre 6 et 7 ans. Ce qui était donc tout à fait incompréhensible et douloureux. Et donc les faits se sont déroulés dans une famille où on ne se parlait pas beaucoup. J'ai envie de dire que chacun vivait un petit peu dans son monde sans vraiment se poser de questions. Et donc la fille cadette de 7 ans meurt prématurément d'une maladie fulgurante. D'où grand choc. C'est inacceptable, c'est incompréhensible, et ça c'est le point de vue humain, et nous pouvons pleinement l'accueillir comme tel. Mais en consultation avec la mère, en présence de l'âme de son enfant, nous avons entendu, compris, senti que c'était un chemin qui avait été choisi de façon délibérée et responsable par l'enfant, dans le but en fait de créer un nouveau contexte familial, pour que les membres de la famille s'ouvrent et communiquent. Je veux dire que la maladie et le décès prématuré ont créé une situation propice, un peu comme une proposition à une transformation des liens familiaux.
Ce que je veux dire par là, c'est que d'un point de vue humain, c'est inacceptable, insensé, contre nature, mais que d'un autre point de vue, ça avait un sens. Et c'était délibéré, c'était choisi. Elle avait choisi de partir dans des conditions qui constituaient une proposition pour que les vivants commencent à se vivre autrement. En d'autres termes, c'était un tel choc que les vivants n'ont eu d'autre choix finalement que d'ouvrir leur cœur, de communiquer, de partager ce qui était vécu. Et cette âme a créé les circonstances pour que ça se fasse. Donc du coup, pour la maman, elle a pu accueillir le cadeau qui était derrière la perte de son enfant, la remercier pour ça. Et donc il n'y avait plus seulement la peine et le chagrin, mais il y avait aussi de la joie, de l'amour et de la gratitude. Et j'ajouterai encore que quand les défunts font le déplacement jusqu'à nous, c'est bien souvent avec des messages d'amour pour que nous puissions avancer sur notre chemin, pour nous apporter l'information qui nous manque, que nous n'avons pas vue, que nous n'avons pas encore perçue, que nous n'avons pas encore comprise et qui nous permettra de continuer à avancer. Maintenant, quelques éléments de croissance personnelle et spirituelle par rapport à la grande question de comment trouver la paix avec la mort. Alors je dirais qu'il y a trois dimensions, tu les auras peut-être même déjà devinées maintenant avec le temps, donc une dimension personnelle, une dimension transpersonnelle et une dimension karmique. Au niveau personnel, pour commencer par ça, alors la liste est longue, un peu comme un jour sans pain, et donc elle est impossible à établir. J'ai juste envie d'en mentionner un seul parce que c'est sans doute un des éléments les plus lourds, c'est qui nous empêche de trouver à titre personnel la paix et la sérénité avec la mort, c'est l'attachement. Pourquoi? Parce que la mort, c'est le détachement suprême, ai-je envie de dire. Et donc, si on vit dans l'attachement ou la dépendance, la mort, c'est juste quelque chose qui est insupportable. De même, si on vit dans l'ego, donc l'ego n'est rien d'autre que de l'attachement à sa personne, son pouvoir, son besoin de contrôler, que tout soit comme je veux, que tout le monde pense et se comporte comme moi, comme ça me rassure, eh bien la mort est insupportable. Parce que derrière l'ego, en fait, il y a une envie que rien ne change, que rien ne bouge, que tout soit toujours comme cela a toujours été. Donc il y a une forme de soif d'éternité, que les choses stagnent, qu'elles soient figées. Et donc c'est tout à fait contraire à la mort. Et donc pour pouvoir être en paix avec la mort, il faut pouvoir apprendre à se détacher et aussi singulièrement à pouvoir se détacher de son ego, ou en tout cas, bien sûr, l'ego est indispensable à la vie, on est bien d'accord à ça, et donc le remettre à sa juste place. Avant de passer aux dimensions transgénérationnelles et transpersonnelles, une autre question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi les revenants se montrent à nous. Et c'était une question de Patricia, si mes souvenirs sont bons, qui témoignait avoir perdu son mari il y a une dizaine d'années et être toujours en lien avec elle. Alors, il y a les défunts, je dirais, qui nous apportent quelque chose de fécond, et puis il y a ceux qui, entre guillemets, nous pompent. Alors, par rapport au premier, évidemment, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est juste une bénédiction de pouvoir rester en lien avec eux et de les sentir. Et sans doute y a-t-il un sens derrière ça. Et de nouveau, le sens est propre à chacun, propre au vivant et à ce défunt et à qui par rapport à l'autre, ce qu'ils ont vécu, etc. Donc il n'y a pas de généralité qu'on puisse développer. Par contre, par rapport aux défunts qui nous pompent, c'est toujours intéressant de voir si c'est un ancêtre ou pas, donc de pouvoir l'identifier.
Mais dans les deux cas, que ce soit un ancêtre ou pas, l'important surtout c'est de comprendre comment ça se fait que lui vient nous pomper. Parce que s'ils peuvent nous pomper, c'est que d'abord une part de nous est ok avec ça. On ne peut pas se laisser pomper si on n'est pas d'accord d'une certaine façon avec ça. Donc nous avons notre part là-dedans. Et donc ça veut dire qu'il y a une part de nous qui résonne avec ce que eux vivent, traversent ou ont vécu, ont traversé. Et donc la seule chose que l'on peut changer, c'est soi. Et donc l'idéal, c'est d'aller trouver un ou une professionnelle pour travailler cette part de soi et qui fait qu'on attire ce genre de défunt. Et j'ai envie de dire que ça marche aussi avec les vivants. Comment se fait-il que j'attire toujours le même type de situation? Comment ça se fait que j'attire toujours le même type de mec ou le même type de bonne femme avec qui se répète inlassablement toujours le même type de situation non satisfaisante par rapport à moi? C'est exactement la même chose. Comment trouver la paix avec la mort, le poids des générations, le poids de la vie des ancêtres, le poids donc du transgénérationnel. Donc, puisque tu portes en toi la mémoire de tes ancêtres, toutes les questions que tu te poses par rapport à la mort s'appliquent évidemment à tes ancêtres également. Donc, comment sont-ils morts? Sont-ils en paix avec leur vie? Sont-ils partis en paix et même sont-ils vraiment bien partis? Parce que si ce n'est pas le cas, on peut porter des peurs, des angoisses vis-à-vis de la mort pour l'un ou l'autre des ancêtres. Donc on porte pour eux et avec eux des peurs, des angoisses, des croyances, des vécus qui ne nous appartiennent pas et qui nous empêchent donc d'être sereins avec la mort, mais aussi avec la vie, bien sûr. La question aussi serait de se poser, est-ce que le clan, est-ce que ma famille a-t-elle toujours pu accueillir, intégrer, faire la paix avec le décès de tous ces membres? Parce que ce n'est que très récemment finalement qu'on peut négocier avec la mort en la retardant, en l'adoucissant. Et avant, on n'avait pas du tout cette possibilité-là. Du coup, il y a eu beaucoup de décès avec lesquels la famille s'est retrouvée finalement un peu face à un mur et tout le monde ne l'a pas digéré. Et tout ce qui n'est pas digéré, je le répète, est transmis au descendant. Et le descendant, c'est toi. Donc je pense à ces cas dramatiques où des familles n'ont jamais pu accepter la disparition de l'un ou l'autre membre de leur famille parce que parti trop tôt, parti trop jeune, parti au nom d'une cause qu'on ne comprend pas, mort sur le champ de bataille, etc. Et donc c'est comme si cette personne ne pouvait pas être morte. C'est contre nature, ça n'a pas de sens et donc il y a une forme de... Puisque ça n'a pas de sens, donc il y a un déni, et ce déni, ce refus, en fait, pèse sur le système en entier. Quelques exemples de nouveau que je tire de mon expérience d'accompagnement. Donc il y a ces descendants qui ont une peur irrationnelle de mourir. Ou alors des descendants qui développent, si pas une envie de mourir véritablement, mais du moins une sorte de vide intérieur, comme ça, une sorte de vide quasiment existentiel. C'est quasiment une absence d'envie de vivre. Et en fait, on s'aperçoit que le descendant a envie de suivre, il a envie d'accompagner un ancêtre dans la mort, comme pour soulager cet ancêtre de cette mort qui était tellement injuste, qui était tellement incompréhensible. On peut même avoir des descendants qui ont carrément
envie de mourir à la place de son ancêtre. Quand on les entend dans le travail et qu'ils sont face à leur ancêtre, ils sont vraiment quasiment avec des yeux exorbités face à cet ancêtre, et c'est vraiment moi plutôt que toi, donc moi mourir plutôt que toi mort, parce que ta mort est tellement injuste que moi je vais mourir à ta place, et comme ça toi tu pourras vivre. Et évidemment ce n'est pas juste, et ça ce sont des choses très ordinaires que j'ai envie de dire que l'on vit au cabinet, et que mes confrères et consoeurs sans doute ont l'habitude de vivre aussi. Il y a aussi tous ces défunts dont la famille n'a pas eu réellement conscience. Et donc de ce fait, de nouveau, ces défunts n'existent pas. Donc là, je pense aux fausses couches. Et là encore, ce qui n'existe en apparence pas pèse de façon très réelle sur l'inconscient familial et demande à être vu. Et enfin, je dirais qu'il y a toutes ces morts qui sont honteuses, innommables, et qu'on va chercher à cacher. Et là je pense aux meurtriers. De nouveau, ça n'a pas pu exister, et comme ça n'a pas pu exister, eh bien ça n'existe pas, et donc de nouveau il n'y a pas de deuil, et s'il n'y a pas de deuil, ce seront toi, les descendants, qui devront gérer ça. Tout ce qui n'est pas intégré pèse lourdement sur les descendants et les empêche d'avoir une relation saine et lucide avec la mort et avec la vie. Alors, le poids, c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus, donc sur le poids du vécu des ancêtres, ça n'est pas du tout une découverte récente, c'est juste qu'en Occident, on a oublié que ça existait, mais à une certaine époque, on était parfaitement conscient de ça. J'ai envie de dire, dans la tradition occidentale, regarde la carte du pendu qui sort du tarot. Le tarot, c'est une iconographie qui est médiévale, donc aux alentours de l'an 1000. Et donc c'est la carte 12. 12, c'est 1 et 2. Le 1, c'est moi. Le 2, c'est divisé. Donc c'est le moi divisé. Et quand je suis divisé, eh bien je suis donc bloqué. Et quand tu regardes un pendu, la tête en bas, accroché par le pied, effectivement, le gaillard a peu de chance d'aller très loin, il est bien bloqué. Et entre quoi est-il bloqué? Entre quoi est-il suspendu? Entre deux arbres généalogiques. Observe bien la carte, tu verras deux arbres généalogiques à gauche et à droite, et dont les branches sont coupées, et dont les branches saignent, et dont les branches souffrent. Et donc au cœur du tarot, il y a donc bien cette image du poids du vécu des ancêtres qui peut nous immobiliser. Voilà, la liste d'exemples que j'ai donnée ici n'est évidemment pas complète, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Ce ne sont que des exemples, ce ne sont pas des diagnostics, chaque cas est unique. Tout ce que je voulais montrer par là, c'est la mécanique, le principe, la dynamique qui est à l'œuvre. Je voulais montrer ce qui pourrait se passer quand des ancêtres ne sont pas en paix avec la mort, avec leur mort, et comment ça pourrait peser sur les descendants. Troisième élément, donc, j'avais dit comment trouver la mort, des pistes de développement par rapport à la mémoire personnelle, transpersonnelle, et maintenant par rapport au karma. Donc, puisque tu portes aussi en toi la mémoire de toutes tes incarnations, toutes les questions que tu te poses par rapport à la mort s'impliquent également à ton vécu dans d'autres vies, dans d'autres espaces-temps. Donc la question c'est comment as-tu vécu tes autres morts? Est-ce que tu as pu intégrer sereinement tous ces passages, ou bien certains ont-ils été problématiques? Pour rappel, il n'y a pas si longtemps encore, on condamnait à mort. Et donc je me souviens ici encore d'un cas où une personne dans une autre vie avait été condamnée à mort, visiblement de manière tout à fait injuste, et était encore imprégnée
de cette mort qui était injuste, et il avait un rapport par rapport à la droiture et à la justesse qui n'était pas clair, tout simplement parce qu'il y avait derrière ça cette expérience-là. Je pense également à ces personnes qui, dans d'autres vies, ont été ce que j'appellerais entre guillemets des fournisseurs de mort, que ce soit des soldats, des bourreaux, des assassins, etc. Et qui eux aussi restent imprégnés de ces expériences qui font que leur rapport à la mort n'est pas serein. De façon générale, en constellation, quand je place la mort, dans la plupart des cas, il y a quelque chose, quand je place la mort, dans la plupart des cas, il y a toujours quelque chose derrière. Ce n'est pas la mort, mais bien une mort, derrière laquelle il y a des épisodes dramatiques qui font que les descendants en ont telle ou telle image. Avant de répondre à diverses questions où il sera question justement des suicides, des revenants, des bébés, de la mort des enfants en bas âge, etc., la synthèse par rapport à 4 points à retenir par rapport à la relation que l'on peut avoir avec la mort. Il y a donc 3 types de mémoire. Tu gardes d'abord la mémoire personnelle, hein, tu gardes en toi l'empreinte de tout ce que tu as vécu, en ce compris dans le ventre de ta maman. La mémoire transpersonnelle, tu portes en toi la mémoire de tes ancêtres, et la mémoire karmique, tu portes en toi la mémoire de tes vies antérieures. Deuxième point, ces mémoires sont vivantes et agissent en toi. Troisième point, tout ce qui n'est pas résolu dans le passé, le mien, celui de mes ancêtres, ce que j'ai vécu dans d'autres vies, remonte pour que j'en fasse quelque chose. Et quatrième chose, tout ce que je résous, je ne le transmets plus, ne se répète plus. Ça soulage aussi les ancêtres défunts. Et moi-même, je trouve la paix avec la vie et donc avec la mort. Une question qui revient souvent, c'est voilà, j'ai entendu dire qu'on peut voir si on est en lien avec un ancêtre quand on a la même date de mort ou de naissance que lui. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, il existe une technique qui est basée sur les dates et aussi sur les prénoms qui permet de voir si on est en lien avec l'un ou l'autre ancêtre. Alors, je la connais, mais je ne la pratique pas. Je ne la pratique pas parce qu'elle a une dimension théorique. Hein. Or, chaque vie est unique et un humain n'est pas une machine, un humain ne fonctionne pas selon des théories. Donc je sais qu'elle existe, je sais qu'elle fonctionne et je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle donne des pistes de réflexion. Donc pour ça, il faut prendre ta date de naissance, retirer 9 mois pour obtenir la date de ta conception et ajouter 9 mois qui correspond à ce qu'on appelle le point du gisant. Donc c'est 9 mois, ici c'est une gestation symbolique où le défunt rencontre le nouveau-né. Ce qui veut dire que par exemple si tu es né le 1er janvier, tu as donc été conçu le 1er mars, et ce qui veut dire que le point gisant est au 1er septembre. Et donc maintenant, qui dans ton clan est né ou est mort un 1er janvier, un 1er mars ou un 1er septembre à une semaine près, hein, plus ou moins. Et donc ceci, ça peut indiquer des potentielles intrications. Je dis bien potentiel, théorique, possible. De nouveau, tout ça, c'est vraiment à voir avec une personne qui est qualifiée, dont c'est le métier et qui sentira comment tout ça résonne. Parce que bon, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux des gens commencer à paniquer parce qu'il y avait des concordances de dates et ils ont commencé à avoir des fantômes un petit peu partout et surtout là où il n'y en avait pas. Et donc, la vérité, elle est en toi, elle est dans ton énergie, elle est dans ta mémoire, elle n'est pas dans tes théories, elle n'est pas dans des calculs, et si tu te poses des questions, n'hésite pas à aller voir une personne qui pourra t'accompagner par rapport à ça.
Une autre question, c'est celle des défunts versus vivants dans un autre temps. Parce que effectivement, il faut faire la différence entre les deux. Et j'ai dû apprendre à faire la différence entre les vrais défunts, entre guillemets, et les personnes qui sont vivantes, mais dans un autre espace-temps. Donc par exemple, ici au cabinet, le cabinet est implanté sur un lieu un petit peu particulier, qui était en lien avec une forme de spiritualité, visiblement autour de la nature, d'un arbre, etc. Et cela, il y a un certain nombre de siècles. Et les personnes qui travaillent, qui célèbrent cette forme de spiritualité sont toujours là. Et finalement, elles vivent, eux et moi, nous vivons au même endroit, mais à deux époques différentes. Donc il y a une communauté d'espace, mais il y a une divergence de temps. Et ce que je sens, c'est que ce que eux font est très porteur et très bénéfique par rapport à ce que moi je fais, et vice-versa. Il y a donc une sorte de dialogue et de transfert d'énergie qui se fait de l'un à l'autre à travers le temps, autour du même espace. Et pour l'anecdote, c'est une chose dont je ne parle pas souvent. Quand je demande en constellation à une personne de dire tiens, où est l'ancêtre qui est en lien avec le problème que tu évoques, elle va dans 95% des cas pointer l'endroit exact du cabinet où il y a cette source d'énergie en lien avec ses autres confrères, consoeurs, j'ai envie de dire, d'un autre temps. Donc oui, il faut bien faire la différence entre les défunts et les personnes vivant dans un autre espace-temps. Une autre question qu'on m'a posée, c'était est-ce que les morts cherchent à se venger de nous ou à travers nous? Non. En fait, nous portons leur colère, leur tristesse, leur douleur, leur peine. C'est nous qui, par amour d'eux, c'est nous qui acceptons de partager, de porter leur colère et leur tristesse. Et si nous l'acceptons, je le répète, c'est par amour ou par fidélité par rapport à eux. Mais c'est évidemment un amour qui n'est pas bien qualifié. Et c'est le genre de choses qu'on détecte très bien avec le tarot ou les constellations familiales, par exemple, et que l'on travaille et libère en constellation familiale, puisque le tarot permet de prendre conscience, mais lui ne permet pas de guérir ou de travailler ça. Amama avait posé la question de que penser d'une situation de suicide. On n'a rien à en penser. Parce que penser, déjà, c'est être dans le jugement. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est accueillir ce qui est. Parce que nous ne pouvons rien y changer. Nous pouvons faire part, évidemment, de notre tristesse, de notre incompréhension, parce que par définition, les raisons pour lesquelles il ou elle a fait ça nous dépasseront pour toujours, et surtout ces raisons appartiennent à la personne qui a fait ça, et nous n'avons pas à nous prononcer dessus. Donc on accueille ce qui était, on accueille ce qui est, tout en gardant une grande place pour la personne disparue dans notre cœur, que ce soit un ami, un parent. Ce qui s'est produit n'enlève rien à la place qu'elle occupe dans notre cœur et dans notre système, pour autant que la personne en fasse partie. Alors Sylvie avait parlé du cas d'un bébé qui est décédé après sa naissance et qui se demandait si c'était une décision de l'âme. Tout ça, j'ai déjà répondu un petit peu avant avec le cas de la jeune fille morte prématurément. Et donc je ne peux répondre que de manière théorique par rapport à la question de Sylvie. Par contre, ce que dit Sylvie, oui,
c'est une possibilité que le bébé ait décidé de partir après la naissance. Peut-être que c'était la volonté. Parce que répondre aux vœux d'un couple qui désire un enfant et donc prendre part à un projet sens, plus passer 9 mois dans le ventre de maman, plus venir au monde, et ben tout ça c'est déjà une sacrée expérience en soi. Et il est donc possible que cette âme-là était juste là pour vivre ça. Et en consultation, on irait par exemple voir au niveau des âmes entre les parents et cet enfant, pour voir s'il n'y avait pas une forme de contrat préalable, pour voir si ce n'était pas quelque chose qui était convenu, qui était prévu. Et quand c'est le cas, ça ramène du sens et c'est toujours un grand soulagement pour les parents qui, évidemment, nous les comprenons, se sentent fort perdus et fort peinés face à la perte d'un de leur enfant. Bravo pour cette question, c'est vraiment une très belle question. Lamia avait posé la question de comment se passe la transmission si on n'a pas d'enfant. Eh bien, la réponse est simple. Il n'y a tout simplement pas de transmission. Toi, comme descendante, tu reçois l'héritage de tes ancêtres et ça, c'est à toi à gérer ça. Et si tu n'as pas d'enfant, eh bien, tu ne le transmets pas. Par contre, si tu travailles, tu te soulages toi, mais tu soulages tout ton système, tes ancêtres, à commencer par tes parents, mais aussi sans doute le reste de ta famille, donc tes frères, tes sœurs, tes neveux et tes nièces. Ça aussi, c'était une très bonne question. Merci Lamia pour ça. Et j'ai gardé, alors j'ai un copion là-bas, pour être sûr que je n'ai rien oublié, la dernière question, j'ai gardé celle-là parce que je trouve qu'elle est pleine d'amour. Et donc Martine demande, quand on perd un conjoint, est-ce qu'on le retrouve? Est-ce qu'on est à nouveau réunis? J'ai envie déjà de demander, sommes-nous vraiment séparés de ceux que nous aimons? Sommes-nous vraiment séparés de ceux et celles qui nous aiment? Je ne le pense pas. Quand il y a eu de l'amour, il dure au-delà de la mort, mais sous une autre forme. Le corps meurt, mais l'amour meurt-il vraiment? L'amour change de forme, mais je ne pense pas qu'il meurt. Qui plus est, selon mon expérience et celle que nous aimons n'apparaissent pas par hasard dans nos vies, c'est un petit peu une sorte de rendez-vous. Parce que l'amour n'est pas une expérience anodine. Et l'amour est sans doute même au cœur de l'enjeu de l'incarnation humaine. Et une des premières choses d'ailleurs qui nous est demandée une fois de l'autre côté, et j'adore cette phrase, c'est une phrase que je me pose tous les soirs avant d'aller me coucher, c'est « Comment as-tu aimé ?» Comment as-tu aimé? Donc quand on a vraiment aimé une personne, c'est souvent quelqu'un avec qui on avait un rendez-vous et j'observe que d'incarnation en incarnation d'ailleurs, on joue toujours un petit peu avec les mêmes âmes. Donc dans une vie, cette âme-là sera ma fille et dans une autre vie, cette âme-là sera ma mère. Dans une vie, cette âme-ci sera mon amoureux et dans la suivante, cette âme-ci sera plutôt mon professeur, etc., etc. Et donc on chemine un petit peu ensemble, on chemine entre guillemets en groupe. Ceci dit, le manque d'un conjoint, la disparition d'un conjoint ne doit pas non plus nous couper de l'amour, nous empêcher de pouvoir rencontrer une autre personne. Et à ce sujet, les conjoints défunts, quand ils sont dans la paix, ont toujours cœur à bénir les nouvelles unions de ceux qui sont encore vivants. Parce que c'est ainsi que l'amour circule, c'est ainsi que l'amour grandit, que l'amour répare, que l'amour transforme. Tout est toujours une question d'amour, même dans la mort. La mort se travaille autant que la vie.
On ne peut pas être en joie et en paix avec la vie si on n'est pas en joie et en paix avec l'idée de la mort. On ne peut pas vivre comme si la mort n'existait pas. On ne peut pas prétendre travailler sur soi sans aborder à un moment donné la mort. On ne peut pas ne pas travailler la mort qui finalement est juste une autre dimension de soi, au même titre que l'amour, la confiance en soi, la créativité, la sexualité, etc., etc. Une vie où la mort est ignorée, c'est à mon sens une fuite en avant. C'est fuir une partie de soi. La mort fait partie de la vie et j'ai même envie de dire qu'elle en souligne la valeur et le sens. La mort, elle détermine une période, un laps de temps et donc un potentiel d'énergie dans lequel on va prendre place pour expérimenter quelque chose. Ce qui veut dire que la mort, elle a quelque chose de structurant. C'est peut-être d'ailleurs pour ça, c'est peut-être pas justement, pardon, un hasard si la mort est représentée par un squelette, justement. Un squelette, c'est ce qui fait que je me tiens debout. C'est un petit peu comme une structure, c'est comme une charpente, parce que sans mon squelette, je serais juste comme une limace. Et donc, la mort, elle a donc cette fonction structurante. Et c'est sans doute aussi pour ça que la mort nous rend tellement vivants. Et dans le tarot de Marseille, de nouveau, parce que je l'aime beaucoup, si tu regardes l'arcane sans nom, donc la carte numéro 13, qui représente un squelette, si tu observes bien, ce squelette a la couleur de la chair. Ici, il a la couleur de la chair, ça veut dire qu'il est vivant. Tout ça pour dire ou rappeler à quel point la mort est celle qui porte, qui encadre la vie, lui donne son sens dans le sens direction et dans le sens signification. Donc travailler la mort, ça revient à travailler ce qui nous rend vivants, le sens de la vie, le sens de notre vie. Et ce que tu fais de ta vie, c'est le cadeau que tu fais à tes descendants, à toutes tes générations et au reste du monde. Et merci pour ça. Merci d'être là et merci d'être qui tu es et pour tout ce que tu vis. Car pour boucler la boucle, sans toi, l'univers serait incomplet, ne fonctionnerait pas. Et puisque nous sommes tous interreliés, nous sommes tous interconnectés, tout ce que tu fais pour toi, moi aussi j'en profite et je t'en remercie.